Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce jeudi, la réhabilitation du marché Sandaga démarre bientôt. D'après le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, il ne reste qu'à envoyer la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Et dans ce journal, Alioune Ndoye apporte également des précisions sur le différend avec la mairie de Dakar. L'actualité, c'est aussi cette étude menée par Timbuktu Institute sur les risques sécuritaires au niveau des frontières sénégalaises. La menace est réelle pour les populations du Sud exposées à l'influence terroriste. Et ce sera la transition pour nous intéresser à ce cri du cœur des réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal. Depuis la crise ethnique de 1989, des milliers de Mauritaniens vivent dans des situations très précaires hors de leur pays d'origine. Bientôt, au nom depuis la fermeture du marché Sandaga, les commerçants déguerpis s'impatientent. Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, annonce le démarrage des travaux de réhabilitation très bientôt. Et malgré le différend avec la ville de Dakar, Alioune Ndoye reste convaincu que rien ne pourra empêcher les travaux sur le même site Abdourahmane. Les travaux de reconstruction du marché Sandaga auront bien lieu et vont bientôt démarrer. Un investissement de plus de 7 milliards totalement pris en charge par la mairie de Dakar Plateau qui se targue de la compétence de sa commune pour ce projet de reconstruction, malgré les péripéties. Il y a un seul projet, il n'y en a pas deux. C'est celui-là qui est brandi par tout le monde dans toutes les instances ou toutes les réunions qui ont eu à se faire. Qui lui consiste à reconstruire le marché Sandaga sur son site historique, à respecter la carte de visite qui est le marché Sandaga, donc à respecter en tout cas le patrimoine historique qui est là. Il est opposé au plateau les droits réels qui seraient au nom de la commune de Dakar. Il est mis commune de Dakar, je crois que c'est dans les années 1930. Affectation non changée à ce jour en 2021, marché communal. Je pense que je n'ai pas besoin de développer que la ville de Dakar actuelle n'est pas la commune de Dakar de 1930. Plus qu'un marché, un patrimoine pour sa commune, Alioune Ndoye martèle que ce marché ne sera jamais délocalisé. Un avertissement avant de préciser que la ville de Dakar avait cette intention vers Petersen avec un prêt de près de 4 milliards à la Société Générale pour un projet chimérique à l'époque, révèle-t-il. La ville portait un projet qui consistait à délocaliser le marché Sandaga au niveau de Petersen, projet qu'ils appelaient, sauf erreur sur le nom encore parce que j'aime être prudent, la Rotonde. Projet qui avait amené la ville de Dakar à prendre un prêt de 4 milliards auprès de la Société Générale. J'étais contre la mobilisation de ces 4 milliards à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore de projet. C'était une idée. Et la résultante, c'est que ces 4 milliards ont été mobilisés, ces 4 milliards ont été dépensés, certainement pas pour la Rotonde qui n'existe pas aujourd'hui, et a été remboursé à ce jour, sauf erreur à la Société Générale, mais au passage, nous avons payé des centaines de millions de frais d'intérêt pour un projet qui n'a jamais, en tout cas, été démarré. Des travaux qui n'attendent que l'ordre de service du maire de Dakar Plateau d'ici la semaine prochaine pour le démarrage effectif des travaux. Des travaux censés durer 24 mois, un délai qui pourrait être réduit. L'entreprise est en train de voir pour s'engager auprès de moi pour réduire au maximum ce délai. Parce que cette construction aura des impacts sur la circulation, sur la sécurité, sur tout. Donc, c'est pourquoi nous étions en réunion tout de suite avec le préfet et les forces de sécurité et autres pour voir comment gérer au mieux ces travaux pour amoindrir, si on ne peut pas annihiler les impacts. Un maire qui ne compte pas se limiter à ce point de presse, si le besoin se fait sentir, Alioune Ndoye menace de faire d'autres révélations qui ne seront pas du goût de ceux qu'il qualifie de détracteurs. L'autre titre de ce jeudi, sécurité au niveau des frontières et lutte contre le terrorisme. Une étude menée et rendue publique par Timbuktu Institute révèle que les populations au sud du Sénégal sont extrêmement exposées. Par conséquent, il faut renforcer la surveillance et la présence militaire. Mamadou Dieng a assisté à la cérémonie de lancement ou de présentation des rapports, des conclusions, de cette étude.
La région cosmopolite de Kédougou partage ses frontières avec des pays en crise comme le Mali, légitimement des interrogations et inquiétudes sur sa sécurité. Dans cette zone sud-est du Sénégal, les populations sont inquiètes à cause des exactions terroristes dans les pays voisins. L'enquête révèle tous les phénomènes que l'on observe en contexte de frontalité, avec des circulations d'hommes et de biens dans un contexte peu sécurisé, avec des populations qui ont des inquiétudes par rapport à la proximité avec le Mali, qui est un pays actuellement en crise. De ce fait, il y a un appel pressant aux autorités de renforcer la sécurité, mais aussi surtout de créer un climat de confiance entre les forces de sécurité et de défense et les populations locales. Selon cette étude, l'enjeu majeur pour l'État du Sénégal est une meilleure prise de conscience de la nécessité de couper la route des groupes terroristes opérant sur la frontière sénégalo-malienne. Et pour ce faire, il faudrait la symbiose des efforts entre militaires et populations. Pour la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de cette lutte-là, on a aussi bien besoin des militaires que des populations, sachant que la bataille du renseignement doit être gagnée contre le terrorisme et que l'autre enjeu pour l'État, c'est surtout d'éviter que si ces groupes arrivent, qu'ils réussissent à créer des couveuses locales et de pouvoir s'insérer dans le tissu social. L'État devrait également privilégier la prévention. Il n'y a aucune zone aujourd'hui au monde, et surtout dans le Sahel, qui n'est pas exposée au terrorisme. Donc je pense que frontalière au Mali, frontalière aussi à la Guinée qui connaît d'autres problèmes. Mais je crois que l'idée, ce n'est pas seulement l'exposition au terrorisme et à la vulnérabilité. L'idée, c'est surtout de travailler dans la prévention. La prévention vaut mieux que l'intervention. Le Sénégal a encore assez de temps pour développer une approche préventive avant qu'on ne soit contraint à être dans l'intervention et l'interdiction. L'accueil des étrangers dans les mines d'or pose de véritables défis sécuritaires pour le Sénégal, selon l'étude de Timbuktu Institute, d'où la nécessité de réorganiser le secteur de l'orpaillage. Cette étude recommande entre autres aux autorités sénégalaises d'accélérer les politiques et dispositifs pouvant réduire sensiblement les frustrations socio-économiques, principale source de radicalisation des jeunes. Transition pour aborder à nouveau cette agression contre les exposants nigériens venus pour la Fiara de Dakar. Il s'agit malheureusement de la face visible de l'iceberg, puisque d'autres nationalités qui exposent à la foire disent rencontrer des difficultés sur place. Gordiouf et Moussa Fall. Tristesse et désolation se lisent sur les visages de ces Nigériens après le cauchemar vécu sur la route. Leur bus a essuyé des tirs et ils ont été dépouillés par des coupeurs de route non identifiés. Leur attaque, ils ont mis quelque chose de 3 balles. Oui, parce qu'ils ont voulu même tuer le chauffeur. Mais c'est Dieu qui a fait ne pas toucher le chauffeur. Jusqu'à mercredi soir, les victimes de l'attaque n'ont pas pu déballer leurs bagages pour exposition. L'ensemble ça va, mais vous voyez comment est la situation. Nous sommes dehors, on attend parce qu'on n'a pas les moyens de payer les stations de poche. On a tout pris. Par exemple, moi, ils m'ont laissé que 350 francs. Faute de pouvoir payer, aucun stand ne leur a été affecté. Les assaillants ont extorqué leur bourse. Ils nous disent tant qu'on n'amène pas une certaine somme, ils ne vont pas nous donner des stands. Et nous aussi, on est venu pour ça, on est venu pour exposer, on est venu sur invitation. Là, on ne peut pas quitter, c'est pas possible, sans leur argent. On sait que les stands, on ne peut pas avoir les stands sans argent. Mais nous, on veut vraiment qu'ils fassent diligence. Le directeur de la Fiara, sensible à leur situation, s'attelle à leur apporter une solution rapide. Il n'y a pas de difficulté. Entre responsables, on était en train de discuter parce que aussi c'est une délégation. Donc nous sommes très conscients de ça. Donc je pense que cette affaire, elle est réglée. Bientôt, ils vont quand même entrer en possession de leur emplacement. Donc après l'heure, on va régler ça entre responsables. Plus de 2 millions de francs CFA emportés lors de l'attaque survenue en territoire malien
près de la frontière avec le Sénégal, il lance un appel aux autorités sénégalaises et maliennes pour un appui face à cet imprévu regrettable. Merci beaucoup, Ngor Diouf. Plus de 14 000 réfugiés mauritaniens vivent entre le Sénégal et le Mali, et ce depuis 1989. 32 ans après le conflit ethnique, ces réfugiés vivent toujours sans identité. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas retourner en Mauritanie. Mamadou Lamine Fati pour les détails. Abandonnés de tous, laissés à eux-mêmes, les réfugiés mauritaniens au Sénégal crient leur désarroi. Nous ne savons plus à quel saint se vouer. Nous déplorons cette manque d'assistance aux couches les plus vulnérables. Nous sommes ignorés dans tous les programmes. Nous ne retrouvons plus de répondants ni auprès du ACR, ni de l'État du Sénégal. Toutes les portes sont closes pour nous. Comme titre d'exemple, la quasi-totalité des réfugiés ignorent à l'heure actuelle où se trouvent les bureaux du ACR. Ils sont considérés comme des apatrides dans leur propre pays et des sans-papiers dans les pays d'accueil. Une situation que les réfugiés mauritaniens au Sénégal n'arrivent pas à comprendre. Ils puissent recouvrer leur citoyenneté, recouvrer leur terre qui les a vus naître, leur terre qui l'a bercé, qui les a vus grandir. On veut les revoir après 3 décennies de séparation où ces Mauritaniennes et ces Mauritaniens ont été obligés de vivre l'errance, la déshumanisation, le manque de soutien, à vivre le dépaysement, à vivre l'absence de tous leurs droits, de toute leur dignité, à vivre l'apatridie tout court. Les réfugiés mauritaniens au Sénégal ont reçu le soutien de Jamra. L'ONG plaide pour le retour au bercail. Alors soyez certains que nous ne nous tairons jamais tant que votre histoire ne rentrera pas dans le cerveau, dans le processus décisionnel des grands décideurs des 2 pays, et que vous puissiez recevoir votre dignité, vous puissiez recouvrer votre dignité, votre citoyenneté et avoir les mêmes droits que les uns et les autres. Au total, entre 14 et 16 000 réfugiés mauritaniens sont au Sénégal depuis 32 ans. Aujourd'hui, leur vœu est de retrouver leur identité à travers notamment un retour au pays natal. C'est un fait, les inégalités sociales freinent le développement. Elles constituent l'un des plus grands défis auxquels les pays en voie d'émergence sont confrontés. Chanter les inégalités, chanter pour changer les mentalités, chanter pour promouvoir les valeurs de partage et de solidarité. L'artiste sénégalais Idriss Diop vient de lancer une nouvelle production. Osama Monique Sania et Moussa Fall nous en parlent. 50 ans plus 1, c'est l'âge d'une carrière, mais aussi un concept artistique dont nous gratifie le maestro Idrissa Diop. Je veux attirer l'attention aux artistes, surtout de notre continent, ici en Afrique, de revoir leur façon d'écrire, parce que les écrits restent. Donc ce message-là, c'est aussi pour les artistes, pour que les artistes comprennent que un homme comme Bob Marley, un homme comme Stevie Wonder, comme des gens comme ça, ils ont écrit pour la postérité. Golobay est un des titres de l'album en gestation. L'artiste s'attaque en ces termes à l'exploitation de l'homme par l'homme, un rapport de force qui mine beaucoup de secteurs d'activité, dont celui de l'artiste même. Parce que la culture va mal dans notre pays. La culture, aujourd'hui, va très très mal dans ce pays-là. Si on prend l'exemple du Sénégal. Moi, je crois que, est-ce qu'on peut parler de culture sans me demander, moi, Idrissa Diop, mon avis, ici dans ce pays-là? Est-ce que vous trouvez ça, vous, normal? Macky Sall a fait, par exemple, pour la culture. Il a injecté énormément d'argent dans la culture, mais est-ce que les acteurs culturels là, le sentent ou le voient? Mais je vous dis non. Ils ne le sentent pas, ils ne le voient pas.
Ce nouveau titre de Idrissa Diop reste fidèle aux métaphores animalières qu'on lui connaît, mais cette fois l'œuvre épouse le visage d'une continuité de l'engagement farouche de l'artiste à travers sa structure Saïwi qui prône le réveil des artistes sénégalais. On retiendra également de l'actualité de ce jeudi ces hommages rendus à ces figures qui ont marqué l'histoire politique de la ville de Rufisque. Des édifices publics identifiés pour porter les noms d'anciens maires de Rufisque comme Badara Mamayasen ou encore Ndiawar Touré, ancien directeur de l'imprimerie nationale. Au micro de Babacar Seck, l'actuel maire Omar Mané revient sur cette initiative. La place publique de Fass, c'est là où habite Badara Mamayasen. Il a beaucoup fait au niveau de Fass, beaucoup fait au niveau de cette place, mais aussi beaucoup fait au niveau de la mosquée qui est en face de cette place. Le second, c'est l'école de Fass. À ce niveau aussi, l'école Fass, l'école élémentaire. Mais il a beaucoup fait. Il a apporté vraiment l'eau là-bas, il a apporté l'électricité. En tout cas, au niveau de Fass, il a beaucoup fait. Pour Ndiawar, mais il fut le maire de la ville. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tout à l'heure, le président de la commission éducation a rappelé les efforts qu'il a déployés par rapport à l'éducation. Et en tant qu'acteur de développement, nous, les piliers de développement sur lesquels nous appuyons, c'est l'éducation et la santé. Pour le feu Doudou, moi personnellement, je l'ai connu, était très jeune. Il a tout fait pour le fils. Donc voilà les motifs qui ont fait que ces édifices portent leur nom. Et plus de 200 milliards de francs CFA mobilisés pour construire des infrastructures dans le village natal de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Le projet a été présenté à Louga où nous retrouvons nos correspondants Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Revaloriser l'héritage de El Hadj Cheikh Omar Foutiyou Tall, tel est l'objectif du mouvement Rendo, qui a réuni dans la capitale du Ndiambour des femmes venues de 177 villages du Fouta et des descendants du vénéré Saint-Homme venus d'Afrique et de la diaspora. Initié par Thierno Nourou Tall, descendant du Saint-Homme, le mouvement Rendo compte redonner à Alwar la place qu'elle mérite à travers un ambitieux programme de plus de 200 milliards de francs CFA. Nous allons essayer, dans le cadre de ce projet, donc, de construire le Temple des Lumières, qui est mausolée sur le lieu même de naissance et la chambre de sa mère. Nous avons ensuite une grande mosquée d'une capacité de réception de 46 000 fidèles, qui fera partie des plus grandes mosquées du monde. Ensuite, nous avons un grand hôpital avec 100 lits cliniques, hôpital vraiment de dernière génération. Nous avons une grande université qui va permettre aux jeunes du Fouta, mais aussi du Sénégal, du Mali, de la Guinée, des différents pays que le Saint-Homme a eu à traverser, de se retrouver au Fouta. Nous allons faire une école coranique où les jeunes seront formés donc, pour apprendre le Saint-Coran, mais en même temps apprendre des métiers, ce qui est encore unique, un peu rare au Sénégal. Le second élément, nous allons avoir un centre de conférence d'une capacité de 2500 VIP qu'on peut recevoir. 55 villas de réception donc des hautes autorités. Rappelez-vous que la famille omarienne est répartie dans 55 pays et que donc les chefs d'État de ces pays-là viendront maintenant à partir de 2024 faire la ziara annuelle au niveau donc de Alwar pour rendre hommage au Saint-Homme. Parce que tout a démarré avec Alwar, tout doit retourner à Alwar et Alwar c'est le cœur du Fouta. Au-delà de Alwar, le Rendo compte aussi construire le mausolée d'El Hadj Omar Foutiyou Tall à Oréfondé qui abritera également l'une des plus grandes mosquées d'Afrique. Le Sénégal dispose désormais de son premier poste 100% numérique pour le transport de l'énergie de Diassa, Tiona et Toben. L'infrastructure inaugurée ce jeudi a été implantée à Keur-Mordiaye dans la commune de Notodioba. Isidore Alexandre Sen, correspondance. Toben, Mewan, Mekhe et Taïba Ndiaye, Thiès continue d'accueillir des infrastructures électriques avec ce poste 100% numérique, premier du genre en Afrique. C'est en 2018 que le premier coup de pioche a été effectué. Thiès, ville historique, carrefour historique, carrefour administratif, carrefour politique. Le président Macky Sall vient de faire de Thiès
carrefour électrique. En effet, dans la région de Thiès, nous avons la centrale de Tobin Power, 120 MW. Nous avons 2 centrales solaires, la centrale de Mewan. Nous avons la centrale solaire de Mérina Dakhar. Nous avons la centrale éolienne de Taïba Ndiaye dans la région de Thiès, construite par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Ce poste de Keur Mor Ndiaye dans la commune de Notto Diobass va contribuer à réduire davantage la fracture dans le domaine de l'énergie. Son ambition est aussi de casser la fracture énergétique qui a longtemps déséquilibré le pays et qui faisait croire à certains de nos compatriotes qu'ils étaient condamnés à vivre dans le noir simplement à cause de leur destin géographique. Pour le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies, l'électricité reste un intrant sine qua non pour développer les autres secteurs économiques. Nous comprenons qu'en apportant l'électricité aux couches vulnérables et défavorisées, nous contribuons à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités sociales, ce qui favorise ainsi l'émergence d'une société plus équitable. Ce poste électrique 100% numérique est financé par l'État du Sénégal en partie et un prêt auprès de ses partenaires français. Le coût de l'infrastructure est estimé à plus de 89 milliards de francs CFA. L'ouvrage est réalisé par l'entreprise Vinci Énergie. Et dans le reste de l'actualité, dans le delta du Saloum, la mangrove est une ressource précieuse, un trésor pour certains. Et selon une étude de l'organisation écologique Wetlands et l'Institut international pour le développement durable, sa valeur économique est estimée à près de 1000 milliards de francs CFA. Cependant, les agressions humaines sont notées sur place. Elles remettent ainsi en cause cet écosystème pourtant très bénéfique pour les populations locales et prometteur. Pape Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall nous plongent dans le décor époustouflant de l'aire marine protégée de bambou. Dans le delta du Saloum, elle est la vitrine de la zone. Ici, elle vaut mieux qu'un gisement de pétrole, d'or ou autre trésor. Certains l'appellent même le trésor vert. Pour admirer sa beauté, il faut embarquer à bord d'une pirogue et se laisser emporter sur ces allées. La mangrove est l'identité du delta du Saloum. Et pour mesurer l'ampleur de sa richesse, il faut se rendre dans la zone de Toubacouta, abritant la réserve de l'aire marine protégée de Bambung. Derrière ces eaux vertes, une mine de biodiversité au profit des populations. À l'intérieur de l'AMP, il y a toujours une présence en quantité, en taille de certaines espèces. D'ailleurs, si vous allez au marché, il y a des espèces de poissons ou bien certaines tailles. Quand on les voit, on te dit, ah toi tu es entré à Bambung hier. Voilà. Donc d'où l'importance de bien préserver cet écosystème et de le faire avec les communautés sourdes. Solidement enraciné sur une superficie de 7000 hectares, l'AMP de Bambung semble inépuisable, intarissable. Mais face au changement climatique et à la menace humaine, il fallait vite réagir. Et pour porter le combat sur le terrain, des organisations écologiques comme Wetlands International. Donc à côté de toute cette dimension technique de formation et d'accompagnement pour ces acteurs, nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent avoir d'autres sources de revenus complémentaires ou supplémentaires pour réduire la pression sur les ressources naturelles. Dans le combat de la préservation de la mangrove, les femmes du village d'Assimale Serer sont érigées en exemple. Il faut dire qu'elles n'avaient plus le choix. C'est une question de survie. Toutes leurs activités économiques tournent autour de cette ressource. Actuellement, il est de plus en plus difficile de collecter des coquilles d'huîtres. La raison est que les habitants de la zone se sont rués sur la mangrove. Il faut qu'on s'organise. Pour influer sur les choix des politiques publiques de la zone, inciter les populations à redoubler d'efforts dans la protection de cette merveille, Wetlands et l'Institut international pour le développement durable ont mené une étude. La conclusion parle d'elle-même. L'apport des mangroves est évalué à 964 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans.
Donc ici, c'est le reposoir des oiseaux. Merci beaucoup, Pape Ibrahima Ndiaye, pour cette découverte au cœur du Sénégal. C'est aussi la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Demain et le reste du week-end, le 19h45, vous sera présenté par Oussama Monique Sagna. Bonsoir.